Que l'on ait simplement besoin de créer un document digitalisé ou bien que notre profession soit intimement liée à la création graphique, on sait tous déjà, ou du moins pour la plupart, retrouver derrière un écran d'ordinateur face à cette fameuse situation qui est de choisir une police d'écriture. Là où à l'époque les polices d'écriture se matérialisaient sous forme de caractères mobiles, de nos jours, avec l'arrivée des ordinateurs et d'Internet, les polices d'écriture sont digitalisées afin que nous, communs des mortels, puissions les utiliser sur nos ordinateurs. La typographie est donc un procédé que l'on a tous déjà effectué. Si d'une part on a pour la majorité appris dès le plus jeune âge à écrire avec un stylo de manière manuscrite, on a aussi été voué plus tard à choisir une police d'écriture pour créer un document quelconque et donc pratiquer la typographie en réalisant des choix de mise en page. La typographie est devenue tellement accessible au quotidien que le terme lui-même a été galvaudé avec le temps. Souvent, le terme est utilisé pour mentionner une police d'écriture, or en réalité, le terme typographie réfère aux 3 procédés suivants. L'art d'assembler des caractères afin de créer des mots et des phrases dans le but de les imprimer, l'art de dessiner et de concevoir une police d'écriture, et enfin, l'art et la manière de concevoir une mise en page à l'aide d'une police d'écriture, en effectuant donc des choix de taille, de graisse, afin de rendre une information lisible. En devenant aussi commune et accessible, la typographie a forcément laissé place à des dérives, des mauvais usages et à une surexploitation de certaines polices qui, avec le temps, deviennent détestées par le plus grand nombre, parfois à tort ou à raison. La typographie, c'est un des concepts essentiels à la conception graphique. Sans typographie, il n'y a pas d'information textuelle. Les polices d'écriture accompagnent donc constamment notre quotidien. Elles sont omniprésentes dans nos vies, si bien que si je vous demandais d'observer autour de vous au moment où vous regardez cette vidéo, vous seriez sûrement surpris par la quantité et la diversité de caractères qui vous entourent. Si l'on suit ce constat, on a tous été confrontés à une large palette de polices d'écriture. Et forcément, il est logique que parmi cette large palette, il y ait certaines polices que personne n'apprécie. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi à travers 6 polices qui ont la réputation d'être détestées du plus grand nombre. Et on commence donc cette vidéo par 2 polices que vous connaissez forcément. La première, Times New Roman, est créée en 1932 par Victor Lardan sous la direction de Stanley Morrison. Elle a été commandée en 1931 par le journal Times après un article dans lequel Morrison critiquait la mauvaise qualité d'impression du journal ainsi que son retard en matière de typographie. Ouais, le frérot savait déjà comment démarcher à l'époque. Inspiré de Plantin et de Perpetua, 2 autres polices d'écriture, Times New Roman a pour objectif d'être adapté à l'impression et à la lisibilité. L'intention de Morrison, c'était de créer une police qui soit facilement lisible, mais aussi économique, en s'assurant qu'elle procure un gain de place, économisant à la fois le papier et l'encre nécessaire à l'impression de ce dernier. Petite précision d'ailleurs, Roman fait référence au style roman, aussi appelé antica, qui se distingue par des lettres verticales. À l'époque, on utilisait séparément les polices dites romanes ou régulars des polices italiques. Aujourd'hui, les 2 styles sont mélangés dans la plupart des polices d'écriture. En découlera donc le nom de Times New Roman en référence au style. Lardan et Morrison peuvent se féliciter puisque Times New Roman sera accueilli avec franc succès par les lecteurs du journal. Mais New Roman deviendra en réalité mondialement célèbre grâce à Microsoft qui en fera la police par défaut de Word en 1992 avant d'être remplacé par Calibri en 2007. Le Times, quant à lui, l'utilisera jusqu'en 2006, année à laquelle il commandera à Research Studios une refonte de leur police historique. De son côté, Arial a été designé par Robin Nicholas et Patricia Sanders en 1982. Sa particularité est que chacun de ces caractères possède une largeur similaire à une autre police célèbre, Helvetica. L'intention étant de pouvoir remplacer la police d'un document créé avec la fameuse police suisse sans détruire sa mise en page. A l'époque, Monotype était sous contrat pour fournir à IBM des polices d'écriture pour leurs 2 premières imprimantes bureautiques, la 3803 et la 4250. Le pack de police délivré à IBM pour la 4250 incluait Helvetica. Monotype payait donc pour son usage une licence à Linotype, détenteur des droits de Helvetica à l'époque. Pour la 3803, Monotype remplacera Helvetica par Arial, le dessin de cette dernière ayant été complété en 1982 et digitalisé spécialement pour la 3803. Dû à des restrictions de licence, Arial sera nommé au départ par IBM, s'honorant sans sérif, et sera disponible dès 1984 sur la 3803. Il faudra attendre alors jusqu'à 1990 avant que Robin Nicholas, Patricia Sanders et Steve Matheson développent une version TrueType, format permettant d'utiliser Arial sur un ordinateur. En 1992, Microsoft choisira donc Arial pour son pack de police, évitant donc à l'entreprise de payer les frais de licence qu'aurait nécessité l'intégration d'Helvetica.
Le géant de l'informatique en fera donc sa police par défaut sur l'ensemble de ses applications. A nation more productive. But really, Windows just makes your everyday work easier. Isn't that the point of personal computing anyway? Si l'on peut imaginer qu'Arial est facilement détesté dans le domaine du graphisme de par sa genèse qui consiste à copier une police aussi appréciée qu'Helvetica, ce n'est pas la seule raison qui entre en jeu. En fait, le véritable problème avec Arial et Times New Roman, c'est qu'elles ont toutes deux été surutilisées dû au franc succès de Windows. Plus que ça, certains pourraient qualifier ces polices d'ennuyeuses. Arial et Times New Roman ne sont pas spécialement mal conçues, mais elles ne possèdent rien de particulier qui leur donne ce petit plus, pouvant nous convaincre d'associer une marque à celle-ci. Elles ne possèdent pas vraiment de personnalité propre et le fait que nous les ayons vues des millions de fois ne participe pas non plus à les rendre plus originales. D'ailleurs, le simple fait que nous avons tous eu à rédiger nos rapports de stage avec comme seul choix par défaut ces deux polices pourrait suffire à nous en avoir dégoûté avec le temps. Cependant, il y a bien des fois où une police sans personnalité est ce que nous recherchons. On veut parfois que le fond passe avant la forme et Times New Roman et Arial répondent très bien à cet usage. De plus, Times possède une variété et une diversité de caractères qui permet d'écrire sur n'importe quel sujet, en différenciant des composants ou éléments chimiques par exemple, ou en écrivant des formules mathématiques, ce qui n'est pas le cas de toutes les polices. Enfin, Times n'a pas été créé pour un usage digital. C'est d'ailleurs pour ça que le journal a fait évoluer sa typographie suite à sa digitalisation. Dans tous les cas, Arial et Times sont deux polices ultra accessibles dont tout le monde a pu avoir accès à un moment donné. C'est d'ailleurs pour cela qu'Arial est régulièrement choisi comme police de substitution dans les chartes graphiques. Et peu importe le domaine, c'est toujours hyper important d'avoir des outils accessibles à tous qui permettent la démocratisation d'un domaine, et dans ce cas, du graphisme. Cela a sûrement desservi ces deux polices, mais ça fait d'elles deux monuments de la création graphique assistée par ordinateur. Le nom de cette deuxième police vous parle peut-être moins, et pourtant je suis quasiment certain que vous l'avez déjà rencontré, et ce, plus d'une fois. Trajan a tout simplement été la typographie la plus utilisée pour la création d'affiches de blockbusters. Titanic, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Minority Report, et j'en passe, tous utilisent Trajan. Créée en 1989 par Carol Twombly pour Adobe, Trajan est une police d'écriture à empattement. Celle-ci adapte les fameuses lettres romanes capitales présentes sur la colonne Trajan à Rome. Cette adaptation digitalisée possède la particularité d'avoir été livrée avec chaque version d'Adobe comme police standard, ce qui explique en partie sa surutilisation dans l'industrie des posters de films. Dans une interview pour Vox, Yves Peters explique que Trajan fut à la base utilisé pour des films épiques dans lesquels les acteurs ont à surmonter des événements difficiles. Mais récemment, son usage a largement été modifié. On retrouve Trajan sur beaucoup de posters de films d'horreur ou de films de série B. En bref, les productions les plus modestes utilisent cette police d'écriture souvent assimilée à des grands titres pour tenter de faire croire que leur film est meilleur qu'il n'est en réalité. Cette surutilisation de Trajan découle de la digitalisation des typographies. À l'époque, les typographies des posters de films étaient faites à la main, et chacune avait ses propres caractéristiques et intentions. C'était bien avant que l'industrie du cinéma ne soit régie par des styles et des genres aussi distincts. La typographie digitalisée permet facilement de changer de police d'écriture, et Trajan est devenue au fil des années la police par défaut utilisée dans l'industrie du cinéma. Et de la même manière, son usage peut laisser paraître à une forme de laxisme ou de fainéantisme de la part des designers ou sociétés de production. Mais d'un autre côté, son usage au fil du temps a permis de mettre en place des codes et d'identifier rapidement à quel genre ou style de film s'attendre. A noter aussi qu'à l'époque où Trajan vient s'installer sur les devantures de cinéma ou même sur les couvertures de livres, très peu de polices digitalisées étaient à disposition des designers, ce qui a favorisé la surutilisation de cette dernière. De nos jours, beaucoup plus de polices sont à notre disposition, et l'usage de Trajan peut laisser paraître à une certaine fainéantise. Trajan n'est pas une mauvaise typographie en soi, c'est même une typographie plutôt agréable. Mais son surusage dans les années 90 a grandement participé à ternir sa réputation. D'autant que l'on a pu apercevoir de magnifiques travails de titres de films récemment, avec entre autres le travail typographique sur Poor Things ou sur Saltburn, ce qui accentue d'autant plus le manque d'originalité que laisse transparaître l'usage de Trajan comme titre de film. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si un format sur la typographie dans le cinéma pourrait vous intéresser. J'ai déjà commencé à débuter mes recherches et je pense qu'il y a pas mal de trucs intéressants à raconter autour de ça. Do you remember the Avatar logo? Yeah, it was tribal yet futuristic. Papyrus! En parlant de blockbuster, celle-ci a aussi eu droit à son moment de gloire au grand écran.
Papyrus tient facilement le top 2 dans la compétition des typographies les plus détestées. Chris Costello l'a créé en 1982 à l'âge de 23 ans, en imaginant à quoi aurait ressemblé l'écriture de la langue anglaise si elle avait été écrite sur des papyrus des milliers d'années auparavant. Avec sa texture de contour brut, ses courbes irrégulières et ses autres lettres capitales, Papyrus possède beaucoup de caractéristiques qui la rendent facilement indigeste à lire lorsqu'elle est mal ou beaucoup utilisée. Le problème avec Papyrus, c'est qu'elle a été utilisée à toutes les sauces. Le carton d'invitation d'un goûter d'anniversaire, le packaging d'un produit artisanal fait main de la boutique du coin, ou l'affiche d'un des plus grands blockbusters hollywoodiens de ces dernières années, Papyrus est partout. Tout comme Times New Roman ou Arial, Papyrus fut inclus dans la plupart des programmes Windows, mais aussi comme police du pack par défaut dans macOS depuis 2003. Et la majorité de la haine que Papyrus rencontre est due à un mauvais usage de celle-ci. Pourtant, Papyrus n'est pas une mauvaise police en soi. Lorsqu'on s'intéresse à ces détails, on se rend compte que Costello a plutôt bien conçu et réalisé cette police. Mais alors, qu'est-ce qui fait que Papyrus est si détesté, mis à part sa sûre et mauvaise utilisation ? Dans un article posté sur son blog, David Cadavi explique un concept particulier qui pourrait à la fois expliquer pourquoi Papyrus est si détestée, mais aussi pourquoi elle est sûrement le meilleur choix de police qu'Avatar aurait pu faire. Il parle du principe de Material Honesty. Ce concept qu'il a découvert à l'époque où il travaillait pour un cabinet d'architecture se traduit de la manière suivante. Chaque élément qui ressemble à un matériau spécifique se doit d'être composé de ce matériau en question. Par exemple, une table en bois se doit d'être faite de bois, un mur de briques d'être composé de briques, et un banc de métal d'être composé de métal. Selon lui, Papyrus serait victime de ce concept en essayant d'émuler l'effet de l'écriture à l'encre sur du papier texturisé. Costello, limité par les besoins de la digitalisation, a en fait créé une police d'écriture qui ne possède pas les caractéristiques d'une typographie manuscrite. Chaque lettre, chaque texture sont identiques, et la problématique saute d'autant plus aux yeux lorsque l'on met plusieurs fois la même lettre côte à côte. Papyrus souffre des mêmes défauts que la majorité des typographies manuscrites digitalisées, et nous laisse avec le même sentiment que les tapisseries à motifs low cost ou que les décors de parcs d'attractions, celui de regarder quelque chose de faussement vrai. Mais alors, pourquoi Cadavi explique que Papyrus est le choix parfait pour le logo d'Avatar ? Si l'on aime rigoler de ce choix à travers ce fameux sketch de SNL dans lequel notre ami Ryan Gosling ne comprend pas que le logo puisse avoir été choisi à l'aide d'un simple drop-down menu, la réalité est légèrement différente. Déjà, en réalité, Papyrus a été retouché pour l'occasion, et en modifiant les caractéristiques de chacune des lettres, le logo ne donne plus tellement cette sensation de Material Dishonesty. Mais surtout, Peter Stuttgart, chargé de la conception du logo du film, explique qu'entre 75 et 90 propositions de logo ont été faites de la part de BLT Communication, chargé de développer l'image du film. Et toutes étaient des titres futuristes ou chromés qui ne correspondaient pas à l'image d'Avatar. Et je suis plutôt d'accord, Avatar a peut-être montré le meilleur usage de Papyrus ces dernières années. Plus loin que ça, Cadavi explique que le Material Dishonesty de Papyrus est une allégorie pour le message d'Avatar. Il écrit « Les Na'vi sont des créatures semblables à des humains qui vivent en parfaite harmonie avec la nature. Les Na'vi utilisent le réseau neuronal qui relie toutes les créatures vivantes de la planète Pandora pour se connecter aux animaux volants par exemple. Les humains, qui souhaitent miner un matériau très précieux appelé l'unobtainium, ne peuvent pas simplement entrer et l'obtenir. Ils doivent en apprendre davantage sur la culture Na'vi, et pour infiltrer cette culture, ils deviennent de faux Na'vi en habitant des corps génétiquement modifiés que les humains contrôlent ensuite avec leur cerveau. Papyrus est ce que l'humain est au Na'vi. C'est une fausse représentation de quelque chose d'organique, c'est un avatar. Avatar qui dans le film fait référence à une fausse représentation d'un Na'vi. Selon Cadavi, Papyrus a été choisi intentionnellement dans ce sens. Les Na'vi ayant été trompés par une mauvaise représentation d'eux-mêmes sont menés à une tragédie. Papyrus est une manière de mettre en avant le fait de ne pas se laisser piéger par les dérives du Material Dishonesty. Cependant, personne de l'équipe de production n'a validé cette théorie. Personne ne sait d'ailleurs vraiment quand le choix de Papyrus a été fait. Il semblerait que le titre du film était déjà écrit en papyrus sur la couverture du scénario, et personne ne sait vraiment dire qui a fait ce choix. Ceci étant dit, Cameron cumule déjà 2 typographies de cette vidéo sur un des posters de sa filmographie, et heureusement, pour la sortie du 2e opus d'Avatar, tout est rentré dans l'ordre. Alors ouais, vous allez me dire qu'est-ce que fout Helvetica dans cette vidéo, mais laissez-moi le temps, on va y venir. Développé par Aas Schrifgesserei ou Aas Type Foundry à Münchenstein, une ville suisse du canton de Bâle,
Sa création répond à l'émergence d'une tendance pour les polices sans sérif grotesques parmi les designers graphiques européens. L'objectif de Edward Hoffman était donc de répondre à cette tendance que l'on appelle Swift Design en créant une police neutre, n'ayant aucune signification intrinsèque dans sa forme et qui pourrait être utilisée sur une large variété de panneaux. Il convainc alors Max Midinger, commercial chez Haas à l'époque, mais ayant réalisé des études de designer auparavant, de designer les caractères de la police d'écriture. De là est née la première version de cette police néo-grotesque en 1957, Neue Haas Grotesque. Son influence première est Accidents Grotesque de la fonderie Berthold. Mais celle-ci s'inspire aussi d'une variété d'autres designs allemands et suisses. Dès sa sortie, Neue Haas Grotesque attire l'attention et il faudra attendre 1960 avant que celle-ci soit renommée. Ayant d'abord opté pour Helvetia, en référence au nom latin des tribus celtiques Helvétie, qui laissera plus tard place à la Suisse, c'est finalement le nom Helvetica, la typographie suisse, qui sera retenu. L'objectif de ce changement de nom était de rendre Neue Haas Grotesque plus facilement marketable à l'international. Et cela n'a pas manqué puisque peu à peu, Helvetica remplacera Accident Grotesque à travers le monde et particulièrement à New York, alors que celle-ci était une des typographies les plus appréciées à l'époque. À la fin des années 70 et 80, Linotype licence Helvetica à Xerox, Adobe et Apple, garantissant le succès de la police dans son format digital. Une version sera donc inclue dans les Macintosh, tandis qu'Arial sera inclus sur Windows. D'ailleurs, depuis, Monotype, créateur d'Arial, dont on a parlé précédemment, ont racheté Linotype, ce qui fait que désormais c'est eux qui détiennent les droits d'Helvetica. Et ouais, c'est un con, mais les créateurs d'une copie d'Helvetica sont désormais les possesseurs des droits de l'original. Helvetica a eu un franc succès à travers le monde. Il suffit de citer le nombre de grandes marques qui utilisent encore la fameuse police sans sérif pour s'en rendre compte. The North Face, 3M, Beyoncé, BMW, Kawasaki, Jeep, LG, Lufthansa, Motorola, Nestlé, Panasonic, Epson, Oral-B, Skype, Tupperware, le réseau de transport de New York, Apple sur ses systèmes iOS jusqu'à 2015 et même Microsoft qui a pourtant préféré Arial pour leurs produits bureautiques. Helvetica est présente partout et plus encore, elle est encensée par les graphistes à travers le monde. Et ce, depuis les années 60. Et moi le premier, je suis un grand fan d'Helvetica, mais forcément, lorsque quelque chose est autant apprécié, cela laisse place à son lot de haters. Helvetica est un peu ce que Citizen Kane est au cinéma, ou ce que le White Album des Beatles est à la musique. C'est la police par excellence que les puristes ou aficionados du design adorent apprécier. Parfois pour des raisons logiques et simplement parce que c'est une très belle police très bien conçue, et parfois simplement parce que le fait d'apprécier Helvetica renvoie l'image que l'on serait justement un puriste ou un aficionado du design. Mais l'usage d'Helvetica par une multitude de marques lui a donné la réputation d'une police d'écriture corporate qui fut rapidement associée au consumérisme et au capitalisme. D'ailleurs, elle est souvent nommée The Typeface of Capitalism. Dans les années 60, le sentiment public a commencé à tourner en défaveur d'un grand nombre de marques qui soutenaient la guerre du Vietnam. Cela amènera au style postmoderniste des années 70 qui suivra le courant moderniste largement lié à l'usage d'Helvetica. Le courant postmoderniste délaissera donc Helvetica à cause de ce que la police représente et expérimentera avec de nouvelles typographies dans une forme de contestation. À cela, on peut ajouter qu'un bon nombre de graphistes voient en l'usage d'Helvetica une forme de laxisme ou de fainéantisme. Ouais, encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, quand on se remémore le brief derrière sa création, on se rappelle que l'objectif était de créer une police neutre qui ne véhicule aucun message à travers sa forme. Et donc, on peut imaginer que ce soit le parfait contre-exemple d'une police idéale pour une identité graphique. Mais de la même manière, pour les marques, c'est un élément très intéressant. Parce que son côté neutre permet de ne laisser personne sur le bas-côté. Ce côté neutre peut être quelque chose que l'on recherche, comme par exemple chez les marques de luxe, où on va essayer d'avoir un effet plus minimaliste, un effet un peu détaché. Choisir Helvetica, c'est un peu être sûr de ne pas se tromper dans le choix de police d'écriture pour une marque. Parce que l'usage d'Helvetica par énormément de grandes marques a créé au fil du temps une sorte de consensus collectif qui nous fait nous dire qu'une marque utilisant Helvetica doit sûrement être une marque prestigieuse, ou du moins de confiance. C'est un peu ce qu'on a pu voir avec Trajan plus tôt dans cette vidéo, où les films de série B utilisent cette police pour créer ce sentiment de film prestigieux. Ça fait aussi écho à ce principe de blending qu'on a vu apparaître ces dernières années, qui consiste à avoir des logos qui se ressemblent de plus en plus, pour justement ne se mettre aucun consommateur à dos et plaire au plus grand nombre. Et cela peut expliquer en un sens pourquoi dans un article qui cite les 10 typographies les plus appréciées et détestées, Helvetica arrive à se retrouver dans les 2 tops. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'utiliser Helvetica ? Je ne pense pas. Helvetica a sûrement été trop utilisé et parfois été utilisé pour les mauvaises raisons, et personnellement j'en ai aussi été coupable. Pour un graphiste amateur ou débutant, c'est plutôt facile d'utiliser un monument
monument de la typographie et de se dire que cela va suffire pour rendre un design exceptionnel. Mais en même temps, il y a plein d'autres situations où Helvetica peut être la bonne solution. Seulement, dans ce genre de situation, peut-être qu'on pourrait se poser un peu plus longtemps et essayer de voir s'il existe d'autres typographies néo-grotesques qui pourraient la remplacer. Dans tous les cas, Helvetica restera un monument de la typographie et est peut-être encore aujourd'hui l'une des polices d'écriture les plus connues par le grand public. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne détrônera jamais la quantité de haters que cette dernière police possède. Comic Sans est incontestablement la typographie la plus détestée dans le monde. C'est sûrement le premier nom qui vous est venu lorsque vous avez cliqué sur cette vidéo, et pourtant Comic Sans n'a pas toujours été détesté à ce point, ou du moins pas par tout le monde. Créé en 1994 par Vincent... Appelons-le Vincent, d'accord? L'histoire est la suivante. Après qu'on lui ait demandé conseil à propos de la typographie de la bêta du futur logiciel Microsoft nommé Bob, Vincent s'est dit qu'il serait intéressant de créer une police d'écriture spécialement pour ce dernier. En effet, Bob est un assistant virtuel qui était destiné à remplacer le gestionnaire de tâches de Windows. Le projet fut un véritable flop et vite abandonné par la suite, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on y retrouve Rover, un petit chien qui donne des instructions à l'utilisateur à l'aide de bulles de texte. Le souci, c'est que Rover, il parlait en Times New Roman, et pour Vincent, cela ne représentait pas un choix judicieux. Le sérieux de Times New Roman contrastait trop avec le ton léger des bulles de cartoon, et donc Vincent va donc s'inspirer de la typographie des bulles de comics pour tenter de créer ce qui deviendra Comic Sans. Malheureusement, Comic Sans MS ne sera pas intégré à Bob, les tailles des caractères étant trop imposantes par rapport à Times New Roman, il était trop tard pour remplacer la police à ce stade du projet. Par contre, Comic Sans fera son apparition dans un autre logiciel, Microsoft 3D Movie Maker, un logiciel destiné pour les enfants permettant de créer des vidéos à l'aide de personnages 3D. On retrouvera ensuite Comic Sans dans le pack Windows 95+, avant de devenir une des polices par défaut de Microsoft Publisher, Internet Explorer et Windows 95. Vincent explique que Comic Sans fut intégré dans ces logiciels car au sein de Microsoft, ils avaient déjà constaté le succès de la police. Beaucoup de gens dans l'entreprise avaient déjà sélectionné cette typographie pour leur boîte mail et donc Microsoft décide d'intégrer la typographie dans ses logiciels. Windows 95 sera l'un des premiers grands succès d'un système d'exploitation. Et du jour au lendemain, des milliers de personnes se retrouvent avec la possibilité de créer et d'imprimer eux-mêmes des documents. Et pour la première fois, les gens ont la possibilité de choisir la police d'écriture. Et les gens choisissent Comic Sans car, contrairement à Arial ou Times New Roman, dont on a parlé précédemment, Comic Sans a de la personnalité. Elle n'est pas sérieuse ou neutre. Alors certes, sa personnalité s'apparenterait sûrement à un nom goofy aux blagues vaseuses plus qu'à un cool kid de la baie de San Francisco, mais n'empêche qu'à côté des polices droites et sérieuses, Comic Sans est différente et les gens l'apprécient. De son côté, Internet se popularise de plus en plus et Comic Sans ne mettra pas bien longtemps à se retrouver sur nos pages web. On la retrouve désormais sur les pages de blog, dans les boîtes mail et comme police par défaut sur les téléphones mobiles. C'est donc de cette manière que Comic Sans fait peu à peu sa place dans la pop culture. Mais alors, si tout le monde aimait cette police, comment est-elle devenue si détestée? Et vous devez vous en douter désormais à la fin de cette vidéo, Comic Sans, tout comme Papyrus, a simplement été trop souvent mal et surutilisé. Et quand il s'agit de Comic Sans, la liste est longue. Un défibrillateur à Monaco, une ambulance à Platteville, la lettre ouverte pour le départ de Jordan de chez les Cavaliers, jusqu'à la plaque d'un monument commémoratif pour la Deuxième Guerre mondiale en Autriche, le pouvoir donné au monde à l'aide de Comic Sans laisse place à des situations plutôt cocasses. D'ailleurs, une expérience a montré que Comic Sans, en comparaison avec 5 autres polices, rend les lecteurs moins susceptibles de croire qu'une déclaration lue est véridique, en même temps qu'ils auraient envie de prendre ce panneau au sérieux. Mais ce n'est pas la seule raison. En réalité, avec l'arrivée de ces nouvelles technologies qui permettent de créer et d'imprimer plus facilement une multitude de supports, le graphisme est devenu plus accessible et la demande de la part des entreprises a augmenté. De ce fait, le nombre de gens qui vont commencer à s'intéresser au domaine de la communication et de la publicité en général, ainsi qu'aux métiers qui en découlent, va aussi augmenter. Désormais, on se retrouve avec beaucoup plus de gens qui possèdent des notions de graphisme et qui sont plus aptes à juger un bon ou un mauvais visuel. Avec ces nouvelles connaissances, cette nouvelle génération de créatifs se rend compte que dans la rue, il y a majoritairement des designs qui sont mauvais. Parce que oui, s'il y a plus de gens qui ont étudié le domaine, il y a aussi une multitude de gens lambda qui ont eu accès à ces mêmes technologies et qui ont forcément essayé de réaliser eux-mêmes leurs visuels pour économiser de l'argent. Parce que on va pas se mentir, le graphisme, ça reste un luxe, pour une petite entreprise, c'est pas toujours donné. Alors on en revient au snobisme du purisme, et j'en suis également coupable, mais en réalité c'est plutôt logique. Un bon cuisinier va plus facilement être à même de juger un plat, et quelqu'un qui aurait fait des études de langue aura un œil plus aiguisé en ce qui concerne les fautes de grammaire ou d'orthographe. Mais du coup, on l'a vu auparavant, la tête de proue du mauvais design c'est Comic Sans, puisqu'en étant la typographie favorite du commun des mortels, forcément c'est celle qui va comptabiliser le plus de mauvais usages, c'est statistique.
En plus de ça, Comic Sans a été créé pour un usage très spécifique qui fait que lorsqu'elle est mal utilisée, cela crée immédiatement quelque chose de foncièrement mauvais. À tel point que l'on a même vu naître des mouvements demandant à ce que Comic Sans soit banni. Alors, je l'accorde, c'est un peu abusé pour une simple police d'écriture et je trouve ça dur pour Vincent. Il dira lui-même plus tard, si vous aimez Comic Sans, vous devez sûrement ne pas connaître grand chose à la typographie. Mais si vous détestez Comic Sans, vous ne devez non plus pas connaître grand chose à la typographie et devriez trouver un autre hobby. Alors, est-ce que Comic Sans mérite toute cette haine ? Je ne pense pas. Déjà parce que, premièrement, Vincent n'est pas responsable de tous les mauvais usages que les gens ont pu faire de Comic Sans dans le monde, mais surtout parce qu'en réalité, elle répond plutôt bien à l'intention première qui était simplement de remplacer des bulles de texte d'un chien sur un logiciel. Alors, bien évidemment, les typographes vous diront qu'elle possède une mauvaise répartition de graisse, qu'elle possède un mauvais crénage, mais à la base, l'intention de Vincent était de créer une police qui soit pédagogique et fun, destinée à des débutants en matière d'informatique, et même à des enfants pour ce qui est de 3D Movie Maker. D'une autre part, Comic Sans répond très bien à d'autres caractéristiques. Par exemple, Comic Sans reste facilement lisible avec ou sans la présence d'aliasing due aux contraintes que Vincent a dû faire face à l'époque. De plus, il semblerait aussi que la police soit plus facilement lue par les personnes souffrant de dyslexie et qu'il semblerait que les gens lisant quelque chose écrit en Comic Sans ont tendance à plus facilement assimiler ce qu'ils ont lu. Alors c'est peut-être parce que du coup ça les a marqués que ce soit écrit en Comic Sans. C'est vrai que ce genre de truc reste en tête pour un petit moment. Personnellement, je pense pas que Comic Sans soit une si mauvaise police que ça. Mais d'un autre côté, pour être honnête, j'en suis pas non plus le plus grand fanatique. J'aime pas trop son aspect visuel, mais on peut pas mettre de côté le fait que pendant longtemps, Comic Sans a été une des polices d'écriture les plus appréciées dans le monde. Aux Pays-Bas, la police a même droit à son jour de célébration, le premier vendredi du mois de juillet. Et comme le dit Vincent lui-même, I made the best font in the world. alors vous vous en doutez bien, mais c'est pas un top 6 officiel des pires typographies du monde, je suis pas l'INSEE. En vérité, c'est plus un top 6 des typographies qui ont tendance à être détestées et sur lesquelles je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à raconter. Il y a plein d'autres typographies qui sont foncièrement beaucoup plus mauvaises que celles que j'ai citées dans cette vidéo, et bien évidemment, ça restera toujours de l'ordre du subjectif, donc bon. Par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que la majeure partie du temps, les typographies les moins appréciées sont aussi les typographies les plus utilisées. L'être humain, il a tendance à se lasser et du coup, je pense que c'est important de toujours se challenger et essayer de modifier régulièrement les typographies que l'on aime utiliser et surtout de ne pas tomber dans le piège des trends trop marqués qui ont tendance à mal vieillir. D'ailleurs, je pense que c'est pour les mêmes raisons que plus tôt cette année, Microsoft a changé sa police par défaut par Aptos, remplaçant Calibri qu'il était depuis 2007. Malgré ça, je pense pas qu'il faille s'empêcher d'utiliser une police juste à cause de sa réputation. Dans le cas où elle semble être le bon choix et qu'on se soit posé les bonnes questions, je vois pas le souci quoi. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Déjà merci de l'avoir regardée jusqu'à maintenant. C'était une vidéo qui était seulement un peu plus longue, je verrai ce que ça donne au montage. Mais en tout cas, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Je vais vous laisser pas mal d'articles et vidéos qui m'ont aidé à écrire cette vidéo. Mais d'ailleurs, l'article qui m'a inspiré la vidéo en question, qui est sur Comic Sans MS, et aussi l'intervention de Vincent où il parle de la création de Comic Sans. Je vous conseille aussi le film Helvetica, qui est un super film sur l'histoire et sur l'impact de cette immense police. Vous pouvez le louer sur Vimeo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Dans tous les cas, merci à tous et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de format un peu plus historique / analyse. Et puis on se voit très vite. Ciao.